Bonjour, Blandine Calcio-Godino. Je suis responsable du pôle écosystème et développement à la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, à la fois à distance et au sein de notre lieu Hub des Territoires. Alors, le Hub des Territoires, en quelques mots, eh bien, c'est le lieu d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Donc, c'est un lieu qui est résolument tourné vers l'externe, vers nos partenaires, vers nos clients. Et c'est un lieu qui incarne notre stratégie écosystème. Alors tout de suite, ça a l'air un peu complexe. Il n'en est rien du tout. C'est tout simplement pour dire que la Banque des Territoires, depuis sa création, travaille justement avec son écosystème, avec ses partenaires dans un mode très ouvert, puisque la Banque des Territoires adresse un grand nombre de clients, donc les collectivités locales, les organismes de logements sociaux, les professions juridiques, les entreprises publiques locales et sur une grande variété de sujets qui vont du logement en passant par la santé, la mobilité, le commerce, l'industrie. Et évidemment, on le sent bien, pour adresser tous ces sujets, la Banque des Territoires doit s'appuyer sur son écosystème et donc sur ses partenaires. Et avec ses partenaires, elle va rechercher 3 grands objectifs. Elle va développer avec eux des expertises, donc des expertises communes, des offres, et on verra sur ce sujet d'expertise et d'offres aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et également, elle va travailler à une meilleure distribution de l'ensemble de ses offres auprès de ses clients. Et donc, le Hub des Territoires, c'est l'incarnation de tout ça. C'est le lieu où on va rassembler à la fois donc nos partenaires, nos collaborateurs et nos clients. Et je suis particulièrement fière aujourd'hui d'introduire cette journée et ces échanges qu'on va avoir sur le sujet des tiers-lieux. En compagnie ce matin de SNCF Immo et plus particulièrement de Charlotte Gérard. Parce que, alors, non seulement, évidemment, ce sujet est, je trouve, et je tenais à le dire aujourd'hui, extrêmement bien traité à la Banque des Territoires. Il y a un travail formidable qui est réalisé à la fois par notre direction d'investissement, par notre direction du réseau, et puis par ma collaboratrice Audrey Charluet. Voilà, c'est un travail de quotidien et ils savent rassembler justement aujourd'hui un ensemble d'expertises et de partenaires. Et puis, c'est un sujet pour moi qui est au cœur de la stratégie de la Banque des Territoires. Les tiers-lieux, c'est à la fois un outil pour l'attractivité des territoires, c'est un outil et ce sont des dispositifs qui vraiment répondent à des problématiques qui sont cœur dans les fameux territoires à enjeu que nous adressons, donc par exemple comme dans le cadre de Action Cœur de Ville, de Petites Villes de demain, des problématiques de villes durables. Ce sont des lieux qui permettent de répondre à ces enjeux de transition que nous adressons, transition démocratique, transition énergétique, transition numérique également. Et puis, ce sont des lieux qui incarnent justement la stratégie écosystème, le fait de travailler avec des partenaires, avec des acteurs locaux pour définir eh bien, des politiques publiques et puis chercher collectivement des solutions innovantes. Dans ce cadre-là, la Banque des Territoires a donc une action au quotidien. D'abord, elle a un rôle de pivot. Elle a un rôle de pivot en fait sur l'ensemble de la chaîne qui permet de créer des tiers-lieux. Donc à la fois très en amont, créateur de liens, accélérateur finalement de l'émergence de ces tiers-lieux et de nouvelles initiatives sur ces tiers-lieux, et également en aval pour accompagner la mise en œuvre, l'industrialisation de ces dispositifs, pour vraiment aider à la pérennisation des actions qui sont menées par les porteurs de projets et par les collectivités. La Banque des Territoires intervient avec plusieurs modalités, selon plusieurs modalités. Donc, l'investissement à la fois dans des structures de l'ESS, l'investissement dans l'immobilier, également l'accompagnement au travers de territoires conseils et également, bien sûr, nos directions régionales qui sont là aux côtés des collectivités pour monter ces projets. Et donc, la Banque des Territoires, donc nous collaborons au quotidien avec des partenaires pour développer à la fois des méthodes, de l'expertise, notamment sur les modèles économiques, les modèles juridiques, et puis également, bien sûr, pour porter des expérimentations, comme avec SNCF Immo, et une très belle illustration, et donc le projet de Lunel, qui est un tiers-lieu que nous finançons dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, que nous cofinançons donc avec SNCF Immo et qui est un premier très bel exemple de collaboration. Et c'est ce qui nous amène donc ce matin à présenter, introduire cette matinée donc avec Charlotte.
Merci Blandine. Bonjour à tous, enchantée. Donc Charlotte Girard, SNCF Immobilier, nouvellement directrice transition, RSE et innovation pour SNCF Immobilier, ce qui illustre pas mal la nouvelle politique d'SNCF Immobilier sur les territoires. Alors tout simplement, je vais excuser Katayoun Panahi, notre directrice générale, qui dans la situation actuelle a été conviée à quelques urgences de production et du coup m'a demandé de la représenter. Évidemment, c'est un grand plaisir d'intervenir aujourd'hui. On travaille déjà ensemble avec plusieurs d'entre vous, donc c'est toujours agréable de se voir en vrai. Je pense que voilà, c'est des moments qui sont précieux, surtout actuellement. Et surtout, c'est aussi un plaisir d'intervenir sur ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse déjà SNCF Immobilier. C'est normal, c'est une entreprise finalement récente qui a été créée en 2015, qui gère l'ensemble de l'immobilier de la SNCF, à l'exception des gares de voyageurs. Donc, en gros, partout, vous avez des voyageurs, c'est chez Gares et Connexions. Quand il n'y a plus de voyageurs, on est chez SNCF Immobilier. Donc, c'est à peu près 20 000 hectares. 100 000 logements et 8 millions et demi de mètres carrés que nous gérons sur le territoire, ce qui représente le deuxième propriétaire de France aujourd'hui et qui nous met devant un défi majeur puisque finalement ce patrimoine, il est hérité. C'est souvent un patrimoine centenaire, c'est un patrimoine qui a été fabriqué, construit pour l'usage ferroviaire, pour l'industrie. Et on se retrouve dans une situation que beaucoup d'autres acteurs ont, c'est comment dans le changement de mode de production, dans le changement de société dans lequel on se trouve, faire muter ce patrimoine. Parce que ce patrimoine, finalement, il a une valeur. Sa première valeur, c'est qu'il existe. Donc, dans une période de sobriété foncière, de sobriété de matériaux, de difficulté aussi à créer des attachements avec les lieux et les territoires, on a là une ressource, alors certes peut-être immatérielle, qui nécessite d'être transformée, mais en tout cas une ressource incroyable. Et je pense que ce qui s'est passé il y a à peu près 5 ans, quand SNCF Immobilier a été créé, finalement c'est la rencontre entre ce patrimoine et des nouveaux porteurs de projets. Alors, nouveau, c'est toujours un mot, parce que voilà, finalement, ça fait longtemps qu'on réutilise des bâtiments existants pour tenter des nouvelles formes d'économie, de vie ensemble, d'habitat, de logement et autres. Mais en tout cas, c'est ce nous, on a appelé l'urbanisme transitoire. C'est le fait, finalement, qu'on ait ouvert ces lieux. Donc, aujourd'hui, on a fait à peu près une quarantaine de projets. 100 000 mètres carrés qui ont été transformés, environ 400 emplois qui ont pu être créés. Alors, les exemples les plus connus peuvent être Grande Contrôle, Cité Fertile, mais il y en a aussi en dehors de l'Île-de-France. On a des sites à Rouen, on a donc des sites à Lunel, Avignon, Strasbourg, j'en oublie forcément. Et justement, on s'est rendu compte sur ces 5 dernières années qu'il se passait quelque chose dans ces lieux, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas tous prévus, en tout cas de la même façon, et qui était cette formidable créativité d'une nouvelle économie et finalement d'un nouveau mode de production. Et c'est aujourd'hui ce dont on est persuadé, c'est que c'est dans ces lieux-là que se passe finalement peut-être l'avenir de nos sociétés et la ville de demain. Et donc face à ce défi, et du fait qu'on a encore beaucoup de sites de terrain disponibles, on souhaite tout à fait, fortement développer cette nouvelle dynamique. Et donc, on travaille sur une 50aine de sites sur les 3 ans qui viennent, qu'on ouvrirait donc dans la démarche de tiers-lieux telle qu'on peut la connaître, avec toutes les difficultés de définition, mais je pense que là, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est des projets qui doivent avoir un certain impact évidemment environnemental, un impact social, et représenter une forme d'engagement. Et je pense que c'est là où on se retrouve tous aujourd'hui, c'est qu'on est finalement engagé dans cette révolution, alors industrielle, je ne sais pas, ou urbaine ou sociale, en tout cas une révolution qu'on peut appeler transition, et qui est essentielle et qui finalement je pense, n'est plus à débattre. Donc voilà, on y est, on le fait, on a déjà tenté des choses, il faut développer ça. Et en particulier pour développer ces projets, il nous semble que s'associer, créer des nouvelles alliances, des nouveaux liens, va nous rendre plus forts. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, SNCF tout seul, ou en tout cas SNCF Immobilier, on est assez fragile, il faut reconnaître, c'est-à-dire qu'on est une entreprise avec des difficultés financières telles qu'on peut les connaître. Et quand on arrive sur un bâtiment qui n'a plus d'usage ferroviaire, et qui n'est plus ou qui n'est pas encore sur un marché immobilier dynamique, voilà, c'est très compliqué. Et donc, on a réussi à sortir des projets, on a réussi à faire Lunel, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'aller plus vite et d'accélérer. Alors, certains ici travaillent aussi avec nous sur la petite ceinture et d'autres sujets.
il me semble que le sujet, en tout cas un des sujets majeurs pour développer des tiers-lieux, c'est vraiment de travailler la phase d'amorçage, d'émergence et en particulier le volet de la ressource immobilière. Et là, ben voilà, ça tombe bien, on a de la ressource immobilière à transformer et je pense que c'est à nous les institutionnels, en trouvant peut-être des nouveaux modèles économiques, des nouvelles chaînes de création de valeur, d'investir finalement dès le démarrage, dès l'amorçage, sur un temps long, certes, sur des taux de retour sur investissement qui sont peut-être pas ceux du marché classique immobilier, mais on porte autre chose. On porte autre chose qu'une création de valeur financière. On porte des liens sociaux, on porte la possibilité de tester des activités, d'avoir une économie qui sera adaptée aux normes de demain et aux critères de demain. Et on porte un certain espoir. Donc je pense que tout ça se valorise d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il faut qu'on y travaille. Et donc c'est là-dessus qu'on espère très prochainement signer un partenariat stratégique avec Banque des Territoires et pourquoi pas, sur certains projets, des structures ad hoc pour porter des projets sur lesquels on travaille tous depuis un certain temps et on passe beaucoup de temps sur des montages financiers qui finalement, je pense, peuvent trouver leur solution. Voilà donc le message que je voulais passer aujourd'hui. J'en aurai plein d'autres, mais je pense qu'on va pouvoir échanger ce matin et puis je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce débat. Il faut que je me pousse par là, c'est ça. Donc, merci d'être présents ce matin pour débattre avec nous. Juste avant de vous présenter l'ensemble des intervenants, donc pour ce débat qui s'appelle de façon assez ambitieuse les tiers-lieux réinventent la démocratie. En introduction, on a présenté un petit condensé des 6 premières étapes de la tournée des tiers-lieux. Et peut-être du coup pour démarrer en introduction de ce débat, Francis Roll-Tanguy, vous êtes président de l'association des petits débrouillards qui copilote avec un certain nombre de partenaires l'organisation de la tournée des tiers-lieux pour la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de là où on en est, des 6 premières étapes et puis de l'ambition de cette tournée? Oui, bonjour. Peut-être un petit mot d'abord pour dire ce que sont les petits débrouillards, parce que pas forcément, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est donc une association qui tente par des actions auprès des jeunes depuis l'école primaire jusqu'à l'université de diffuser la culture scientifique et technique. Alors, pourquoi tout d'un coup on se retrouve dans cette opération de la tournée des tiers-lieux? Peut-être un petit rappel, c'est quand on était au Grand Voisin, donc un tiers-lieu, on avait organisé ce qu'on avait appelé une université populaire, et c'est comme ça qu'on a rencontré les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat,
qui sont venus donc présenter leurs travaux. Et c'est de là qu'est née cette idée de se dire qu'ils avaient envie de poursuivre. Ils se sont constitués en association. Et donc est venue cette idée justement de diffuser ce qu'ils avaient fait, puis peut-être aussi bien sur le fond que sur la forme, engager des débats dans les territoires sur les questions de cette transition, pour reprendre les termes de tout à l'heure. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc la tournée des tiers-lieux, c'est d'abord 2 acteurs, des tiers-lieux, chacun avec sa personnalité, avec ses activités, avec sa façon de fonctionner. Et puis les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, qui viennent à la fois présenter leur expérience et participer aux débats qui sont nourris dans chacun des tiers-lieux. Et les petits débrouillards servent un peu de cheville ouvrière à tout ça. Et c'est peut-être l'occasion aussi de remercier la Banque des Territoires qui nous aide financièrement dans cette opération. 6 lieux déjà, voilà, 6 étapes de la tournée. 15 ou 20 d'ici l'automne 2022, avec une conclusion qui devrait avoir lieu à Guise, au ministère de Guise, et ça n'est pas sans un aspect symbolique évident. Voilà, moi c'était donc cette première présentation de comment les choses sont nées. Juste un mot justement par rapport à ce qui est un petit peu le thème de la rencontre. Est-ce que les tiers-lieux réinventent la démocratie? Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. Simplement noter une chose, c'est que c'est dans des territoires, clairement, les tiers-lieux sont nés d'initiatives citoyennes. Et je pense que ça, c'est important à dire, parce que ça crée et ça génère un nouveau rapport aux collectivités territoriales, à leurs élus. Ceci n'est pas forcément, comme tout ce qui est nouveau, n'est pas forcément simple et évident le premier jour. Ça doit se construire. Les élus sont plus habitués au paramunicipal, et Dieu sait qu'il s'y fait encore beaucoup de choses et des belles choses, c'est pas la question. Mais il y a cette rencontre et ce rapport à construire, et donc je ne sais pas si ça réinvente la démocratie, mais en tous les cas, c'est nouveau dans le paysage, même si maintenant le terme de tiers-lieu recouvre des réalités très très différentes, suivant, on dit qu'il y en a 3 000 à 4 000, je ne sais pas qui c'est qui tient les comptes, mais ce n'est pas la question. Mais en tous les cas, chacun a sa personnalité, sa diversité, ou au contraire sa monofonctionnalité. Enfin, je pense que ce terme recouvre aujourd'hui des réalités très différentes. C'est vrai que dans la tournée des tiers-lieux, on a plutôt cherché à aller dans des tiers-lieux qui ont des activités multiples et différentes, pour justement aller dans des tiers-lieux qui s'inscrivent clairement dans des dynamiques de territoire au sens large. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, pour faire le lien en fait entre cette tournée des tiers-lieux, qui permet aussi d'incarner une autre façon d'accueillir et du coup de mélanger les services publics et la parole des citoyens, j'aimerais du coup vous demander, Éric Correa, président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, comment ça se passe chez vous? Vous avez sur votre territoire un tiers-lieu, la quincaillerie, dont on ne fait plus la publicité tellement il est célèbre maintenant par-delà nos frontières. Et du coup, comment justement vous faites le lien entre le travail de la collectivité locale et ce tiers-lieu Bonjour à tous. Alors, effectivement, la quincaillerie est un des tiers-lieux qui existe depuis 2015, donc on a été un petit peu précurseur. Alors moi, je serais le contre-exemple de ce qu'il a dit, parce que c'est pas à l'origine une initiative citoyenne, mais c'est à l'origine la collectivité. Parce que le tiers-lieu, effectivement, que l'on a monté sur l'agglomération du Grand Guéret est une initiative politique, donc et de ma part, en 2015,
Et donc, c'est un service public parce qu'il est entièrement financé et soutenu par la collectivité. Et nous sommes sur un service public, donc sur le territoire. C'était un des services comme un autre. Alors, ça a bousculé beaucoup, je veux dire, dans l'organisation un petit peu pyramidale des collectivités, et verticale, je dirais. Eh bien, mon DGS effectivement, n'arrivait pas à suivre parce que pour lui, un service de la collectivité doit avoir un chef de service avec un règlement intérieur, avec tout un tas de choses. Effectivement, là, on a fait l'horizontalité totale. C'était directement une relation entre le président que j'étais et puis le concierge de la quincaillerie, donc l'animateur. Effectivement, on a court-circuité pas mal de règles de fonctionnement au sein de la collectivité et j'ai beaucoup bousculé, mais c'est pas grave. Donc, on a toujours tendance à dire que, effectivement, sur les territoires ruraux comme les nôtres, eh bien, comme parfois on manque de moyens, mais quand on parle de moyens, c'est pas uniquement des moyens financiers, c'est aussi de la matière grise, quelque part. Donc ça aussi, c'est important. Eh bien, on essaye, on cherche, on bricole, on innove. Et j'ai tendance à dire que sur nos territoires, parfois, on attend ce qui se passe à Paris, comme on dit, et on l'a des fois 5 ou 6 ans après. Donc, quelque part, ça rassure parce que c'est descendant et on se dit, bah, si ça marche là-bas, ça va marcher chez nous ou pas, etc. Et donc, moi, je pars du principe que finalement, complètement différent. On travaille sur le retard d'avance. C'est-à-dire que je considère qu'effectivement, sur notre territoire, on essaye de toujours avoir un retard d'avance. Voilà, donc on sent les choses, c'est parti, ça a marché. Depuis 2015, effectivement, par contre, il est co-construit avec les citoyens. Et ça, c'est important. Donc, on avait un objectif au départ qui était un peu, effectivement, contextuel. On ne savait pas trop où on mettait les pieds, parce que moi, je revendique le droit à l'échec aussi. Il faut essayer, il faut effectivement tester, voir et peut-être se planter, parce que je ne sais plus quel philosophe disait qu'effectivement, on apprend forcément toujours de ses échecs et ça sert dans un parcours. Donc pour moi, j'estime que sur les territoires, c'est important aussi. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il faut tester, il faut expérimenter. Et donc, on est parti en 2015 et depuis, le tiers-lieu a vraiment bougé, a été modifié par l'apport de la co-construction avec les citoyens et les gens qui viennent. Parce que, alors effectivement, je ne sais pas si les tiers-lieux réinventent la démocratie. Peut-être qu'ils la reverdissent. C'est-à-dire que, vous savez, on dit l'herbe, elle n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est arrosée. Et donc, on l'arrose, la démocratie, on la fait vivre. C'est quelque chose de vivant. Donc, voilà, en tous les cas, ce sont des lieux qui, pour moi, s'ils sont bien connectés avec la population, sont indispensables, effectivement, sur un territoire. Et à tel point qu'à un moment donné, on oublie presque le mot lieu. Alors, je ne vais pas parler, c'est Pascal Desfarges qui sera bien plus même que moi d'en parler, mais finalement, plus important après, ce n'est pas forcément le lieu. Il faut un lieu, certes, qui est un point de fixation, mais c'est la manière dont on travaille et dont on écoute les citoyens, dont on travaille avec eux, c'est ça le plus important. Le tiers-lieu, c'est quelque part c'est le neurotransmetteur entre tous, c'est ce qui rassemble ce qui est épars, mais qui en même temps irrigue, dirige et fertilise. Voilà, donc peut-être que les tiers-lieux, en fait, ils fertilisent la démocratie et ils font en sorte qu'elle soit vivante, qu'elle existe et qu'elle soit reconnue. Voilà, c'est peut-être ça le plus important dans l'affaire. Alors, on continue notre tour de table et présentation des différents intervenants. Armel Devim, donc chargé de mission. Alors, j'arrive jamais, je suis désolée, à me souvenir des deux noms de communautés de communes, mais chargé de mission attractivité des territoires partagés justement entre deux collectivités territoriales. Et c'était aussi l'intérêt du coup de ton intervention de voir comment, au-delà effectivement de l'appropriation par les élus, ça se traduit, ou ça peut se traduire en tout cas, sur des territoires et du coup, y compris dans le partage du temps entre deux collectivités et un tiers-lieu qui est le tiers-lieu de l'Ermitage dans l'Oise. Oui, merci, bonjour à tous. Oui, je travaille pour deux communautés de communes autour de Compiègne, les Lisières de l'Oise et la Plaine des Trés. Et mon poste, finalement, il est un peu l'émanation, il a été un peu provoqué aussi par l'émergence de l'Ermitage à quelques kilomètres d'Attichy, le siège de la communauté de communes, et d'autres lieux, plus ou moins des anciennes friches ou des lieux industriels qui ont été investis par des associations. Et finalement, l'arrivée de ce collectif sur notre territoire est venue un peu bousculer l'écosystème local et la création de ce poste d'animateur territorial. L'idée, c'était finalement de voir, de créer des passerelles finalement entre des collectivités, l'une de 17 000 habitants, l'autre de 18 000, et d'essayer d'explorer de nouvelles manières de faire.
Donc, concrètement, ça s'est traduit par pas mal de réseaux d'animation territoriale et ensuite à essayer de faire en sorte que deux mondes qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas la même relation à l'initiative enfin voilà, un monde plutôt quand même associatif et entrepreneurial d'un côté et un écosystème plutôt orienté marché public et procédure de l'autre, comment ils arrivent à se parler. Et donc, c'est à travers mon poste que ça s'est un petit peu incarné pendant 2 ans. Voilà, je sais pas, je pourrais peut-être en dire plus après. En introduction, ça suffit. C'est parfait, merci beaucoup. Et du coup, notre dernier intervenant, Pascal Desfarges de l'agence Rétis, qui du coup accompagne justement dans ces processus de co-construction et de collaboration entre tiers-lieux et collectivités locales et territoires, beaucoup de lieux, on va dire. J'arrive plus à les définir tellement ils sont divers. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu, voilà, en termes de ce que tu as pu voir et du coup, dans la tournée des tiers-lieux ou dans les projets que tu as accompagnés, ce lien de co-construction et du coup d'interaction entre les territoires? Alors, peut-être débuter par la tournée des tiers-lieux, justement, parce que ça, c'est très symbolique. La tournée des tiers-lieux, on a l'habitude de le dire dans notre petite communauté, parce que finalement, dans la tournée des tiers-lieux, on a fait une petite tiers-lieu nomade, en fait. On est un petit groupe ici. On a l'habitude de dire que c'est les citoyens qui proposent la Convention climat, qui rencontrent des citoyens qui font sur les territoires. Et c'était vraiment l'objet premier de la tournée des tiers-lieux. Concernant les tiers-lieux, oui, ils questionnent la démocratie, c'est une certitude. Pour moi, c'est une certitude. Un tiers-lieu n'est pas un lieu, c'est un processus démocratique qui se met en place et s'incarne éventuellement dans un espace physique. Je dis bien éventuellement. Alors évidemment, l'espace physique, il peut être proposé par la SNCF. On l'a vu tout à l'heure avec un foncier. En fait, pour moi, les tiers-lieux, c'est un dialogue entre la démocratie contributive, c'est-à-dire la volonté du citoyen à agir sur son territoire, et la démocratie représentative qui aujourd'hui est questionnée. Questionnée par simplement le nombre d'électeurs qui se déplacent aux urnes, tout simplement. Et du coup, effectivement, ces écosystèmes de tiers-lieux qui se développent sur les territoires, alors on ne va pas définir ce qu'est, il n'y a pas à juger, effectivement, il y a pléthore de tiers-lieux, donc moi j'ai souvent l'habitude de dire si tout est tiers-lieu, alors rien n'est tiers-lieu, ça c'est une autre question, mais en tout cas, c'est un nouveau dialogue sur le territoire, et de nouvelles formes de coopération aussi. La particularité et l'identité d'un tiers-lieu, c'est qu'il est transdisciplinaire, transsectoriel, il fait tomber les cloisons, toutes les cloisons. Les cloisons entre l'économique, le social et le culturel. Il suffit d'aller à la quincaillerie. Quand on rentre à la quincaillerie pour la première fois, excusez-moi, j'en profite parce que le président de l'Agglo est ici, monsieur le président, mais quand on rentre à la quincaillerie, on ne sait pas si c'est un lieu social, un lieu économique ou un lieu culturel. Et ça, c'est très intéressant. Et à partir du moment où ça fait tomber les cloisons, ça crée de nouveaux liens, de nouvelles formes de coopération, de nouvelles formes d'interaction. Un tiers-lieu, il agit sur ce que moi je définis au niveau de la notion de territoire comme un territoire distribué. Aujourd'hui, on a deux formes de territoire classiquement, juridiquement, politiquement, administrativement bien réglées. Le territoire centralisé et le territoire décentralisé, les EPCI, les agglos. Aujourd'hui, émerge une nouvelle forme de territoire que représentent les tiers-lieux en mode pair à pair, qui porte l'économie régénérative et les biens communs. Et elle invente une autre forme de territoire, l'Ermitage qui est présent ici, on est un témoin, ce que j'appelle les territoires distribués, qui créent des liens inédits et donc des formes démocratiques innovantes. Voilà, pour cette petite introduction. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez tous fait des parfaites transitions déjà entre vos présentations. Du coup, je vous propose de poser les questions et puis on verra qui veut commencer à répondre. La première, peut-être, pour faire le lien avec ce que vient de dire Pascal, c'est concrètement comment est-ce que les tiers-lieux permettent aux citoyens de contribuer, y compris de contribuer au service public et de passer, on va dire, d'une attitude de consommateur de services publics qu'on peut avoir les uns et les autres
sur nos territoires, au fait de contribuer et du coup de vouloir travailler avec la collectivité locale pour changer des choses, et du coup comment les tiers-lieux arrivent à faciliter ce dialogue entre citoyens et services publics. Alors du coup, je ne sais pas si Armelle ou Eric, vous voulez commencer. Je sais pas, peut-être Pascal l'a déjà un peu introduit. Finalement, ce dont il s'agit, c'est de retrouver notre capacité à agir et à agir collectivement. Et c'est vrai que aujourd'hui, peut-être il peut y avoir une forme de tétanie face aux enjeux en fait de transformation de la société économique, environnementale, sociale auxquels on est confronté. Et du coup, il me semble que ce qui est intéressant finalement dans les tiers-lieux, c'est que tout d'un coup, c'est plus le besoin d'individus qui sont adressés à la collectivité, mais c'est une société civile qui s'organise pour faire remonter des besoins concrets auprès d'une collectivité. Et du coup, comment dire ça avec des mots simples, je dirais que, en tout cas pour ce qui concerne mon expérience personnelle et l'histoire entre la collectivité et l'Ermitage, tout d'un coup, il y a un acteur innovant qui s'autorise à expérimenter en dehors des clous, qui arrive et qui propose en fait à la collectivité quelque chose. Alors à recevoir et à intégrer dans le mode de fonctionnement d'une collectivité, c'est pas forcément simple, mais en revanche, ça permet de sortir du cadre. Et tu parlais tout à l'heure de l'expérimentation et d'introduire cette notion de droit à l'erreur que je pense que les collectivités ne s'autorisent quand même globalement jamais. Et donc, après, il faut savoir se saisir de cette perche qui est tendue et aussi essayer de trouver des chemins de traverse pour financer finalement l'innovation et l'expérimentation et mettre un doigt à cet endroit-là. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais du coup, le tiers-lieu, à la fois, il arrive en étant force de proposition, et aussi dans tiers-lieu, il y a le mot tiers. C'est aussi un endroit où on peut mettre autour de la table des personnes qui n'ont pas la même lecture du monde, n'ont pas la même vision des enjeux, des problèmes, de la manière d'y répondre. Et ce lieu-là va permettre de faire se parler des personnes qui ne se parlent plus ou qui n'arrivent plus à s'adresser directement à l'institution. En fait, aujourd'hui, on peut avoir une relation à la collectivité qui peut être abîmée, soit parce qu'on ne voit plus voter, ou parce qu'on ne croit plus dans sa légitimité, ou parce que, enfin voilà, il y a quand même une forme de rupture avec les institutions aujourd'hui. Et du coup, cet endroit-là, il peut apporter un espace de neutralité. Alors, par exemple, à l'Ermitage, ça va être pour parler des enjeux de l'avenir de la production agricole. Il y a aujourd'hui des points de vue très tranchés, parfois opposés, qui s'expriment. Et du coup, à l'intérieur du tiers-lieu, on peut se faire mettre autour de la table des personnes qui ont des points de vue différents et les mettre à la table, voilà, avec la collectivité aussi autour. Et il y a un autre sujet aussi qui est très présent dans notre territoire, c'est la question de l'avenir de la forêt. Voilà, il y a des conflits d'usage qui existent aujourd'hui dans nos forêts entre chasseurs, promeneurs, et qui peuvent être assez violents. Et en plus, les réseaux sociaux attisent un peu cette lecture un peu binaire, et c'est pas le mot exact qui me vient. Et du coup, disons que ce lieu-là, tout simplement parce que l'Ermitage, il y a un tout petit patrimoine forestier, enfin 20 hectares, c'est rien du tout à côté des domaines de l'Aigle et de Compiègne qui sont bien plus grands, mais c'est un lieu aussi où on peut expérimenter un commun forestier et du coup réfléchir à quels sont les usages communs qu'on a de cet espace. Et donc j'ai envie de dire, finalement, à la forêt de l'Ermitage, qui a un tout petit patrimoine, c'est un endroit d'expérimentation extraordinaire. Et de temps en temps, on dit small is beautiful. Ben là, à l'Ermitage, on peut, sur un tout petit espace, expérimenter quelque chose qui pourrait se transposer ailleurs. Donc voilà. Donc il y a 3 leviers, j'ai envie de dire. Le premier, c'est effectivement retrouver la capacité à agir collectivement. Le deuxième, ça y est, j'ai oublié. Le deuxième, c'est mettre autour de la table des personnes qui ont des points de vue différents. Et le troisième, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Eric, expérimenter. Oui, expérimenter, exactement. Très brièvement, parce que tout a été pratiquement dit. Effectivement, c'est effectivement tout ça un tiers-lieu, mais c'est aussi des choses qu'on n'a pas prévues.
Il faut laisser la place, effectivement, à la liberté d'expression, à des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées, des gens qui viennent et qui s'emparent de sujets. Voilà, donc moi je suis un territoire rural, hein, la Creuse c'est 118 000 habitants pour plus de 5 000 km², donc effectivement il y a de la place. Et on a aussi des nouveaux arrivants qui arrivent et qui arrivent sur un territoire et qui ont envie de participer à la vie de ce territoire. Et on a aussi des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de faire et d'agir et qui en ont marre, effectivement, des élus qui ne bougent pas forcément. Je suis un élu. Donc la problématique, c'est que pour la démocratie aussi, on la réinventera ou refertilisera le jour où on limitera le cumul des mandats dans le temps. Pour moi, c'est une nécessité indispensable, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais des élus, y compris sur les territoires ruraux, ont des clients qui sont des électeurs, et donc ils ne prennent pas de risques. C'est quand même un énorme problème. Donc le jour où on dira vous avez le droit de mandat et après il faut laisser la place, je vous garantis qu'ils prendront un petit peu plus de risques, qu'il y aura un peu plus d'expérimentation et la démocratie s'en portera beaucoup mieux. Voilà, donc il faut laisser cette place à l'imprévu, à l'horizontalité. Donc voilà, je ne veux pas redire tout ce qui a été intelligemment dit, c'est tout ça. Alors c'est pas toujours autour d'une table, ça peut être aussi autour d'un bar, à boire un café. C'est pas forcément des gens qui effectivement ne seraient pas parlés entre eux, c'est aussi des gens qui ne se seraient jamais croisés. Enfin, voilà, nous, ça s'appelle la quincaillerie parce que avant, on était dans une ancienne quincaillerie où on peut venir acheter un boulon, une vis, un clou, et en même temps avoir du conseil. Bah tiens, j'ai mes volets, tac, bah, t'achètes telle vis, ça ira, tu peins comme ça, et c'est parti. Et donc il y a tout ça qui est resté intérieur, c'est de la bricole, c'est aussi tout ça. Et il faut accepter le bricolage, les trucs, les machins. Voilà, la bidouille, c'est la vie, quoi. Finalement, c'est uniquement ça, la vie simple, et où on réinvente des choses parfois qui, en fait, je sais pas si on réinvente. Parce que les choses existaient pratiquement toutes déjà avant. On repasse de la peinture, un coup de peinture, on utilise différemment les choses. Un tiers-lieu, c'est aussi les anciennes MJC, hein, donc je ne sais pas si ça vous parle, les maisons des jeunesses et de la culture, où on pouvait boire un café, jouer au ping-pong, avoir une conférence, c'est tout ça. Moi, dans mon tiers-lieu, effectivement, on va parler agriculture, circuit court, on va parler économie, développement économique, Fab Lab, on a des imprimantes 3D, on a des brodeuses numériques, on a tout ce qu'il faut, et en même temps, on a aussi une psychothérapeute qui va faire une intervention parce que la Covid agit et ça va faire des dégâts considérables pour la suite, donc on parle de tout ça, on prévient tout ça. Voilà, c'est un lieu de vie, encore une fois, donc le lieu n'est pas toujours un lieu, c'est ce que dit Pascal, je le partage tellement, et moi je suis content parce que quand Pascal vient nous voir et qu'il repart avec le sourire, je me dis c'est bon, il a le sourire, il s'est nourri de choses, etc., et il nous apporte énormément aussi, donc voilà, donc on attend la fois d'après quand il revient, et c'est aussi pour nous important d'accueillir Pascal, parce qu'effectivement, il faut être connecté, un tiers-lieu, il ne peut pas être isolé non plus. C'est pour ça qu'en Creuse, on a certes la quincaille, mais on a aussi 14 tiers-lieux sur le territoire et on est en Nouvelle-Aquitaine, le seul département où il y a ce réseau de tiers-lieux, effectivement, qui est aussi soutenu financièrement par la région et qui lie les tiers-lieux entre eux. On ne peut pas être isolé, ça, c'est pas possible. Et donc, en interne sur le département, mais aussi en région nationale et ailleurs. Donc voilà, et je suis très fier d'avoir accueilli la conférence citoyenne sur le climat qui est venue et qui avait choisi la quincaillerie comme lieu. Pour nous, c'est aussi important. Cette reconnaissance, elle est aussi importante parce qu'à un moment donné, là, par contre, on a besoin d'un retour à l'extérieur, de voir, même si on est peut-être intimement convaincu que ce que l'on fait, ou ce qu'on ne fait pas d'ailleurs, va aussi dans le sens, parce que les citoyens sont vraiment appropriés, mais il faut leur laisser la place. Et aujourd'hui, comment on leur laisse la place pour qu'ils puissent faire, agir ou ne pas faire, mais dire les échecs, le droit à l'erreur, c'est aussi très important. Voilà, bon, je me répète un peu, mais effectivement, ce sont des lieux indispensables pour nos territoires aujourd'hui. Alors, peut-être pour rebondir sur justement cette notion d'enjeu d'activité, en fait, qui se cache aussi derrière les tiers-lieux, oui, et d'attractivité des territoires. Alors, c'est un grand mot, mais qui a tout son sens quand on parle de tiers-lieux. Du coup, peut-être Francis ou Pascal, je ne sais pas dans quel ordre, du coup, dans toutes les expérimentations que vous avez pu voir, dans tous les projets, comment pour vous ça se transpose dans les tiers-lieux? Quels sont les grands leviers qu'on peut trouver dans les tiers-lieux et qui, du coup, permettent justement de renforcer cette attractivité et comment on fait le lien entre, justement, des territoires. Alors, on parle plutôt de territoires un peu ruraux aujourd'hui, ce matin, mais il y a aussi des tiers-lieux dans les métropoles. Et du coup, comment on arrive, en adressant les différentes thématiques qu'on peut trouver dans les tiers-lieux, à accompagner
J'aime bien le concept de retour d'attractivité. J'ai toujours l'impression d'être un gourou qui promet le retour de l'amour perdu. Vaste question. Je ne sais pas si on peut parler d'attractivité. Un tiers-lieu, enfin, moi j'aime beaucoup l'expression, il y a un historien médiéviste qui s'appelle Sylvain Piron, qui a écrit une histoire de l'occupation du monde, la façon dont l'humain occupe le monde. Donc il parle du Moyen-Âge, des monastères, etc. Et il dit, ben voilà, ce rapport au monde, cette façon d'occuper le monde, elle va générer du lien social, une nouvelle forme d'économie, etc. Je pense que les tiers-lieux inventent une autre façon d'occuper le monde. Et on est dans un contexte quand même extrêmement dur. Je ne vais pas le rappeler, hein, mais entre le changement climatique, la montée des populismes, la géopolitique, on est dans un changement de civilisation extrêmement profond. Et je pense que les tiers-lieux sont des plateformes qui repensent notre rapport au vivant, notre rapport à l'alimentaire, notre rapport aux autres. Et évidemment le rapport démocratique, le rapport à la démocratie. Et je ne sais pas si on peut parler d'attractivité du territoire, mais en tout cas, les tiers-lieux portent une autre vision des territoires, une autre façon d'aborder le territoire, de le co-construire, de le réinventer. Et évidemment, les enjeux, ils sont multiples. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le potentiel que portent les tiers-lieux. Les tiers-lieux portent la mutation du travail. Ne serait-ce que sur l'idée du télétravail aujourd'hui, et aujourd'hui en plein Covid, il y a une véritable mutation culturelle du travail. Je ne vais pas passer ma vie à parler de la quincaillerie, hein, mais il y a un espace de coworking, et un espace de coworking, je précise, n'est pas un tiers-lieu. Hein. C'est une fonction d'un tiers-lieu, qu'on s'entende. C'est juste une fonction. Mais mutation du travail, transition climatique, changement climatique, rapport à la résilience alimentaire, inclusion numérique, rapport à l'espace public. En fait, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu? C'est un espace civique dans un espace public. Or, on a depuis 30 ans une perte des espaces civiques, c'est-à-dire des espaces de rencontre. Il suffit d'aller dans les grandes villes, vous allez faire vos courses où? Dans les périphéries urbaines. Les périphéries urbaines, je vois qu'il y a Amandine Largeau là, qui représente le 100e singe sur la périphérie urbaine. Dans les périphéries urbaines, vous allez acheter à manger, vous allez dans les centres commerciaux, à Kiabi, à ce que vous voulez, à Auchan, etc. Vous ne rencontrez personne. Vous ne parlez à personne. Et donc, il y a une perte cruciale d'espace civique dans l'espace public. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental à comprendre, c'est que les tiers-lieux sont des infrastructures civiques dont on a besoin, une nécessité dans un monde qui change, dans un monde où les gens ne se projettent plus, où on est dans l'indécision totale. L'indécision ne serait-ce que par rapport au Covid ou par rapport aux mutations économiques, sociales, politiques qu'on court en ce moment. Et donc, ce sont des objets politiques. Le débat ici, là, c'est la démocratie. Les tiers-lieux sont des objets politiques au sens noble du terme. Et donc, l'attractivité du territoire, si je reprends le mot qui est un mot classique, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, c'est comment le citoyen se réinvestit sur son territoire, se réapproprie son territoire, le re-raconte d'une autre manière. Il y a aussi l'idée de raconter. Moi, il y a un domaine que j'aime bien, c'est la psychogéographie. C'est-à-dire la façon subjective dont on a de percevoir les territoires. Quand on rentre dans un tiers-lieu, par exemple à l'Ermitage, vous avez des gens qui ont une mémoire de leur territoire, une histoire. Il suffit d'écouter Jean Carinti, par exemple, il vous raconte pendant des heures l'histoire de son territoire, d'où ça vient, un patrimoine. En fait, il y a une dimension de patrimoine collectif. Et donc, la question fondamentale, c'est les biens communs. C'est les tiers-lieux défendent les communs, défendent ce qui nous réunit et nous rassemble. C'est ça l'attractivité du territoire pour moi. Juste un petit mot, là, je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Pascal. Simplement, je pense que des tiers-lieux, c'est le cas, là, par exemple, de la quincaillerie à Guéret ou de l'Ermitage dans l'Oise, ça devient des symboles de leur territoire. Ça devient une façon d'en parler à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si ça fait de l'attractivité, mais en tous les cas, oui, ça devient, je veux dire, une façon de marquer son territoire quand on en parle avec les autres, parce que c'est un moyen de parler de... je vois l'Oise, par exemple, enfin l'Ermitage, bon, c'est sûr que c'est pas... on
on avait du mal à retrouver le nom des communautés de communes qui sont là où est l'Ermitage, ça prouve bien que... Donc oui, ça a un rapport avec, avec l'attractivité. Moi, l'autre chose qui me paraît important, parce que, enfin, quand on parle tiers-lieu aujourd'hui, on généralise beaucoup. Parce que franchement, la diversité, c'est le moins qu'on puisse dire, existe. Et moi, ce qui me paraît important, justement, dans les tiers-lieux que j'ai pu voir, ou les grands voisins qu'on a pu pratiquer, là, pour le coup, puisqu'on y avait notre siège pendant plus de 3 ans, c'est que ce qui me semble marcher, ce qui me semble intéressant, c'est quand on donne dans ces lieux-là, la priorité à ceux qui viennent en apportant un projet pour le faire, et pas simplement être dans la demande ou la revendication, au demeurant qui peut être très juste, hein, je veux dire, c'est pas du tout la question, mais donc cette priorité donnée aux porteurs de projets, et c'est ce qui fait après, naturellement, qu'il y a de multiples fonctions dans un tiers-lieu, et je pense que c'est ça qui est important. Et je crois que c'est ça qui fait bouger, qui pour le coup fait bouger les lignes. Et donc, encore une fois, je ne sais pas si ça fait de l'attractivité, mais en tous les cas, pour ce qu'on a pu voir, en tous les cas, parle pour moi et pour nous, c'est clair que c'est les tiers-lieux qui, entre guillemets, le jouent comme ça, qui, à mon avis, apportent aujourd'hui des éléments nouveaux, qu'ils soient démocratiques, mais aussi dans la façon de produire, dans la façon d'être au monde à un moment donné dans un territoire. Ouais, très brièvement, je veux dire que sur notre tiers-lieu aussi, on a une large place au monde associatif, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier le rôle qu'ils ont sur l'animation et la fertilisation du territoire, et c'est aussi en lien avec le sujet. On a plus d'une vingtaine d'associations qui ont leur siège que l'on permet, et pour une modique somme qui doit être de 70 € par an, ils ont imprimante, ils ont des fonctions support dont ils ont besoin, des salles de réunion, etc., etc. Donc ça, il ne faut pas oublier tout ça, parce que derrière, c'est aussi de l'économie sociale et solidaire. Sur notre territoire, à Guéret, c'est 17% de l'emploi. Voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on nourrit dans notre quincaillerie et sur notre territoire, effectivement, et qu'on fertilise. Et puis une autre chose que j'ai oublié tout à l'heure, et c'est grave d'avoir oublié ça, c'est la place laissée à la culture et au monde culturel. Notre tiers-lieu accueille des expositions, on a une salle de spectacle, on crée, et surtout les artistes, parce que les artistes sentent aussi les choses, et coutume de dire que finalement les artistes répondent à des questions qu'on ne s'est pas encore posées. Voilà, regardez tout ce qui est transition écologique et quelque part le monde qui change. Ça fait longtemps que les artistes ont senti ça, les créateurs, ils nous alertent par rapport à ça. Voilà, donc c'est pour moi indispensable dans un tiers-lieu et dans une réflexion globale et partagée, co-construite, d'avoir aussi le monde de la culture. Et ça devrait même être une priorité pour tous les candidats qui se présentent dans les élections qui arrivent. J'espère qu'ils nous écoutent. C'est pas sûr, mais on leur enverra le replay. Oui, non, mais vaudrait mieux pour eux d'ailleurs. Je vous propose du coup que ce soit plus moi qui vous pose des questions, mais qu'on prenne quelques questions. Alors, il y a des questions en ligne. Et puis, ensuite, on pourra passer le micro dans la salle si vous avez aussi des questions. Du coup, on a une question de Sarah pour les 4 intervenants. Donc, quelle méthode mettez-vous en place au sein de vos projets de tiers-lieux pour faire vivre la démocratie? Et comment donnez-vous de la capacité d'agir aux citoyennes et citoyens? Oh. Allez-y. Quelle méthode? C'est un mot un petit peu synthétique, il y a plein de méthodes. En tout cas, le fondamental, pour être court, c'est la co-construction. C'est l'idée qu'un projet est co-construit par un collectif et géré par un collectif. Et donc, c'est ça qui reformule l'horizontalité par rapport à la verticalité d'une décision d'une collectivité. Je ne vais pas reprendre encore les exemples de l'Ermitage ou de la Quincaillerie, mais dans de très nombreux tiers-lieux, quand on imagine un projet, je ne sais pas, par exemple, prenons un exemple classique, une grainothèque. Une grainothèque qui est un logiciel libre de la graine. Donc, c'est une sorte de Wikipédia de la graine. C'est un échange pair à pair de graines entre les citoyens. Donc ça, c'est une démarche de co-construction collective. C'est créer un commun
un bien commun. Et donc la démocratie, là, elle se formule sur cette idée de co-construire un bien commun. Ce qui permet, à mon sens, moi, l'acte démocratique le plus pur, en tout cas le plus puissant, c'est que quand tout le monde a y gagné, il n'y a pas de consensus dans un tiers-lieu. La notion de consensus, elle n'existe pas. Ça n'existe nulle part, la consensus. Il y a toujours des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Il y a aussi des échecs. Eric parlait des échecs qui sont fondamentaux. Par contre, ce qui existe, c'est le compromis. La notion de compromis, c'est possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rassemble ? Qu'est-ce qui, au fond, nous rassemble tous, malgré nos singularités, malgré différentes altérités, de gens hétérogènes qui viennent de mondes différents, de parcours différents, d'histoires différentes. Et donc, dans un tiers-lieu, on travaille sur ce compromis de ce qui nous rassemble. Et la méthode, les méthodes, elles sont multiples. Armelle, tu peux peut-être nous parler de ce phénomène, comment on arrive à co-construire un projet dans un tiers-lieu. Déjà, ce que je pourrais dire, c'est qu'on fonctionne par itération, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de préfiguration dans les tiers-lieux, elles sont utiles et importantes, c'est-à-dire de ne pas trop figer statutairement les choses au départ, et plutôt d'accepter de vivre ce processus collectivement. Donc, par exemple, à l'Ermitage, il y a eu une association de préfiguration qui a pu louer les lieux pendant 1 an. Ensuite, il y a une SCI qui s'est constituée, qui a pu acquérir le foncier. Ensuite une holding qui s'est mise en place avec des activités d'utilité sociale, donc du coup il y a une filiale de séjour inspirant, une autre de conseil, l'association qui reste qui est toujours en place, et la SCI qui se transforme en société coopérative. Donc vous voyez qu'en 4 ans il s'est passé pas mal de choses, et c'est un processus vivant qui se met en place progressivement, qui nécessite de réfléchir et à la gouvernance globale du lieu, à interroger aussi, effectivement, tu parlais de qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui nous rassemble, aussi qu'est-ce qui est commun, c'est-à-dire que il y a des usages partagés entre différentes structures et entités au sein d'un tiers-lieu. Au quotidien, c'est pas toujours simple à vivre, et en même temps, c'est ça qui fait un peu le sel de l'aventure. C'est-à-dire que, effectivement, on pourrait cloisonner des box. Il y a un projet de Fab Lab à l'Ermitage. Il y a déjà un début de Fab Lab, mais on souhaite vraiment monter en puissance sur ce projet à l'Ermitage. Et du coup, il va falloir interroger les usages de cet espace, qui s'en sert, pourquoi faire. Et voilà, il y a toujours des tentatives d'appropriation, il y a aussi des leaderships qui s'expriment. Et donc, petit à petit, il faut justement, dans l'intérêt commun, essayer de trouver des compromis, mais des compromis féconds, quoi. Enfin, des compromis qui aussi nous aident à grandir. Et c'est ça qui fait un petit peu l'intérêt de l'aventure, quoi. Mais brièvement, juste, alors je commençais par la civilisation, il y a un truc que j'adore, c'est qu'ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines. Voilà, c'était en écho avec ce que tu disais. Donc juste, les méthodes, il y en a plusieurs, effectivement, Pascal l'a dit, il y a plein de choses. En fait, peut-être qu'une seule, c'est comment en fait on laisse la place. Voilà, il faut que nous, le souci qu'on peut avoir, c'est que quand quelqu'un rentre à la quincaille, il puisse se dire, tiens, ici, voilà, j'ai ma place. Je peux être écouté, entendu. Alors après, il y aura une suite ou pas, mais peu importe. Mais à un moment donné, il s'exprime, il peut construire, il serait qu'il sera écouté et entendu, et puis le résultat, il sera après ce qui sera collectif. Mais voilà, c'est comment on laisse la place. Les moyens, effectivement, pour nous, c'est simple, c'est dans les services de la collectivité, donc c'est 30 000 habitants. Alors, vous voyez, la division de la ruralité, on peut parler tout à l'heure d'un territoire rural à 17 000 habitants, mais nous, 17 000 habitants, c'est urbain chez nous. Hein, voilà, donc la ruralité, la définition, elle peut bouger. Donc voilà, c'est un service de la collectivité, donc c'est payé par le contribuable, je veux dire, voilà, c'est un service public, et donc les moyens que l'on met. Et d'ailleurs, se pose une question, que ce soit pour le nôtre, tiers-lieu qui est issu d'une collectivité ou tiers-lieu associatif qui est majoritaire, c'est la pérennité à un moment de tous ces lieux-là. Et il faudra mettre la question sur la table, parce que moi, je suis président encore 5 ans normalement, et si un changement de majorité, quelqu'un ne voit pas l'intérêt, peut tout supprimer. Voilà, donc nous sommes en train de travailler, et on se donnait 3 ans pour travailler sur un statut juridique, notamment d'essayer de transformer notre tiers-lieu en SIC, en société coopérative, avec plusieurs partenaires, qui fera en sorte que comme ça, au moins, on aura la pérennité de ce lieu. Mais c'est une question cruciale pour l'avenir des tiers-lieux. Ah, okay.
Justement, bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour vos interventions extrêmement engageantes et inspirantes. Mais j'ai une vraie question et qui est un peu nourrie par ce que vous venez de dire, monsieur, c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'un urbanisme de transition transitoire à un urbanisme de transition ou à des tiers-lieux de transition, c'est-à-dire qu'on est en train de s'inscrire dans une temporalité différente. On a d'abord eu des effets d'aubaine parce qu'il y avait des lieux à saisir dont on ne savait pas quoi faire. Quelles sont les bonnes manières pour que tout cela dure, pour qu'on s'inscrive dans une temporalité décennale et pas les grands voisins, ça a duré le temps que ça a pu durer. On voit bien qu'il y a une nouvelle génération de tiers-lieux ruraux et urbains qui y arrivent, mais comment faire en sorte que ça dure? Quels sont les bons outils et bonnes pratiques? Merci. Je pourrais presque vous poser la question aussi. Hein. Mais alors nous, on a commencé en 2015 sans aide. Hein. On est parti parce que effectivement, voilà, on sent les choses. Il y a quelque chose qui se passait, et puis au final, il s'est passé des choses qu'on n'avait pas prévues, mais peu importe. Mais on a créé l'écosystème qui permettait à un moment donné que tout ça décolle. Donc on l'a fait tout seul. C'était encore une fois payé par la collectivité. Tac, j'ai vendu le truc à mes collègues élus et on est parti là-dessus. On voit aujourd'hui, il y a effectivement, vous l'avez dit, l'État, il y a le programme France Tiers-Lieux, enfin c'est parti, il y a de l'argent qui peut couler très vite à flot, je dirais entre guillemets, pour mettre en place des nouveaux lieux parce que le gouvernement pense que ça y est, on a trouvé le truc magique qui à un moment donné va... Bon, alors il en a plein qui vont naître, mais il y en a aussi plein qui vont mourir. Mais c'est pas si grave que ça, au fond du compte, qu'il y en a qui meurent. Alors après, la pérennité, enfin pour moi, je vois s'il n'y a pas d'attache et d'emprise sur un territoire, parce que entre chaque tiers-lieu, je dirais, il y a toujours un noyau commun qu'on peut retrouver dans tous les tiers-lieux de France, et puis après, il y a une emprise qui est liée vraiment au territoire et qui est fait par les gens. Donc un tiers-lieu, s'il n'a pas d'implication de la population, si les élus n'y passent pas, moi j'y vais minimum au moins une fois par semaine, parce que il y a tout le travail qui est fait dans le tiers-lieu, mais aussi les gens peuvent m'interpeller en direct en me disant « Oh, tu déconnes, c'est quoi ce truc-là ?» ou alors « Ça, c'est bien », etc. Donc, ils ont aussi cette possibilité. Et encore une fois, très simplement, je veux dire, parce qu'on doit aussi faire preuve d'humilité, hein, surtout dans les temps qui courent. Donc, voilà, c'est tout ça. Donc, s'il n'y a pas d'emprise et d'enracinement, je dirais, dans le territoire, parce qu'encore une fois, le tiers-lieu, à un moment donné, le lieu, je rejoins ce que dit Pascal, il le dit bien mieux que moi, mais c'est vraiment de la manière de ce qu'on peut y faire avec les gens qui est le plus important que le lieu, quelque part. Et donc, s'il n'y a pas ça, c'est fini, quoi, c'est mort. Hein. Donc, voilà, je ne peux pas vous répondre autre chose. Bon, alors, il y aura aussi la question de la pérennité financière, hein, ça c'est sûr, hein, parce que le monde associatif, à un moment donné, il s'épuise, et c'est pas des ressources, souvent ils ont des subventions qui se limitent. Bon, alors après, il y a vraiment, c'est un sujet crucial, ça, hein, pour demain, et que peut s'en parler d'ailleurs la Caisse. Peut-être un petit ajout là-dessus. Il y a, enfin, pour parler de la pérennité des lieux, oui, il y a la pérennité des modèles économiques qui s'y développent. Il y a aussi une question autour du foncier, donc de la maîtrise foncière de ces outils, pour pas justement être comment dire, victime des aléas ou des effets d'aubaine des politiques publiques. Et une question aussi sur cette question de l'ancrage, elle peut aussi être travaillée à travers la gouvernance, c'est-à-dire que il peut y avoir la tentation des bulles. C'est-à-dire qu'on aime bien l'entre-soi partout, en fait. Et effectivement, ces lieux-là, s'ils ne sont pas en dialogue concret et réel et quotidien avec leur environnement, ça peut devenir des kibbutz, quoi, enfin des espèces de châteaux forts, un peu coupés du monde. Et c'est là qu'il y a un danger, en fait, à la fois pour le lieu et pour le territoire, parce que du coup, il remplit plus son objet, quoi, c'est-à-dire d'être d'irriguer, d'être fécond, d'être utile. Et je dirais que pour le faire durer, il faut maintenir cet état de tension. Voilà. Sinon, la mort cérébrale se profile à grands pas, je pense. Oui, peut-être simplement, parce qu'il ne faut pas opposer ce qui se fait, qu'on qualifie d'urbanisme transitoire, comme les grands voisins, et puis, naturellement, des solutions pérennes. C'est bien qu'il y ait les deux. Je pense que c'est pas ça. Bon, mais je pense que tout ça est un peu nouveau et que, oui, on a vraiment besoin de réflexion sur la gouvernance pour la pérennité. Même quand des lieux comme les grands voisins,
on s'aperçoit qu'à la fin, il y a une difficulté sur la gouvernance. Alors, elle est réglée parce que ça ferme. Donc, je veux dire, on avait peut-être des questions, on s'est peut-être dit qu'on n'avait pas trouvé le bon système, mais voilà, quoi. Je veux dire, la conclusion est apportée. Je pense que il y a besoin de ces tiers-lieux pérennes et que c'est cette question-là. Alors, naturellement, elle se pose au travers du foncier ou des locaux, enfin, je veux dire, de la propriété immobilière, de comment, effectivement, à un moment, on peut, entre guillemets, solidité. C'est une des conditions de la pérennité. Mais c'est pas que ça, quoi. Et là, personnellement, pour ce que j'en vois aujourd'hui, je pense qu'on a encore à travailler sur cette question de la gouvernance parce que on l'a un peu devant nous, parce que même 2015, ça fait 6 ans, je veux dire, quand on parle de la quincaillerie. Et pour d'autres, on est quelque part encore dans cette histoire du transitoire, quoi. Je veux dire, de la naissance, de 2 ans, 3 ans, et puis bon, on sait bien que c'est des fois plus facile au début. Moi, je crois que oui, ça fait vraiment partie des questions d'avenir et de regarder un peu ça, de regarder les expériences, de pouvoir en tirer des leçons. Et c'est là où il y a besoin de partager sur cette question. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais la pérennité d'un tiers-lieu, évidemment, c'est le modèle économique. Évidemment, c'est repenser le modèle économique. Et ce modèle, il est souvent fragile, il est hybride. Voilà, ça peut être sous forme un tiers-lieu peut faire des prestations, peut recevoir des subventions. Voilà, c'est assez complexe en fait. Donc il y a le modèle économique, il y a le cadre juridique. Éric l'a rappelé tout à l'heure, ce processus qui va faire que le service public quincaillerie numérique deviendra une SIC, une société collective d'intérêt collectif, une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc les formes coopératives juridiques sont en train évidemment de remonter en puissance dans l'histoire. C'est pas du tout nouveau, la coopérative agricole, sauf que là, effectivement, la notion de coopérative, de coopération, elle revient au grand galop. Moi, je dirais, en termes d'expérience, cette fois-ci concrète, c'est pas de la théorie. Moi, j'ai souvent des maires qui m'appellent, des élus. Bonjour, monsieur Desfarges, j'ai un vieux presbytère, là. Une vieille gare, tiens, il y a Charlotte, on va dire une vieille gare. Je voudrais en faire un tiers-lieu. Je fais comment? Je dis, monsieur le maire, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce que vous avez des collectifs, des logiques collectives, des associations, on parlait des associations, du rôle des assos, parce qu'il y a un fourmillement citoyen dans votre territoire, que vous pourrez vous dire, tiens, ce foncier-là peut devenir tiers-lieu. Mais on ne part pas du foncier et on impose cette logique. Donc dans la pérennité, il y a ça. Moi, ce que je remarque, en tout cas, sur la pérennité, un tiers-lieu est pérenne quand c'est une communauté ouverte. Armel vient de le dire. Je ne vais pas rentrer dans les catégorisations des communautés utopiques, mais une communauté intentionnelle ouverte. Ouverte au monde, ouverte aux autres. Toute communauté qui se ferme, forcément, s'atrophie. Voilà, c'est une logique importante. Mais concrètement, moi je dirais que la pérennité d'un tiers-lieu, c'est quand le tiers-lieu pollinise son territoire, quand il influence son territoire. Moi je parle plus de pollinisation. Quand sa présence dans son territoire fait que ça rayonne, ça transmet des idées, ça en importe d'autres. Quand il y a pollinisation, évidemment, alors je vais encore vous barber avec la quincaillerie, mais la quincaillerie 2015, elle a commencé un tout petit peu avant la quincaillerie, parce que c'était quand même un collectif au départ de petits jeunes qui aimaient bien la musique. Mais depuis 2015, on est en 2021, sur le territoire de la Creuse, département de la Creuse, il y a aujourd'hui 15 même maintenant, tiers-lieux, qui se sont constitués en réseau, qui s'appelle TELA, dont l'épicentre est la quincaille. La quincaille n'est pas le centre, elle est le noyau dur du départ qui a pollinisé son territoire et diffusé cette culture. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les tiers-lieux, c'est une culture. C'est une vraie culture. C'est une façon de penser le monde, une façon, un rapport à l'autre, un rapport aux autres. C'est une vraie culture. Et ce n'est pas que franco-français. J'aimerais le dire aussi quand même, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui pensent que les tiers-lieux, c'est une invention française. Il n'y a qu'en France qu'on appelle ça tiers-lieu. C'est partout dans le monde. Cette émergence de ces lieux, elle date de la crise financière de 2008-2009. Et je pourrais vous le montrer, mais je n'ai pas le temps. Mais il y en a partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a à Auckland, il y en a en Italie, il y a le Media Lab du Prado, il y en a à Naples, il y en a en Angleterre, il y en a partout. Partout, ça émerge. Il n'y a qu'en France qu'on les appelle tiers-lieux, mais on les appelle autrement, collective spaces. Et donc, partout se pose cette question de la pérennité de cette démocratie. En fait, je vais revenir quand même au débat.
C'est parce que votre question, elle relève à dire, est-ce que cette démocratie contributive, elle peut être pérenne? Ou est-ce que c'est juste une mode? Voilà, donc ça, c'est une question et j'ai pas de réponse. Bonjour, juste une question pour Monsieur Correa et je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Desfarges. J'étais très intéressé parce que vous disiez le lieu doit venir du collectif et en même temps c'est pas parce qu'on a un lieu qu'on en fera un tiers-lieu et vous l'avez vous en tant que collectivité monté. Donc ça m'intéresse énormément de comprendre quelles sont vos principales difficultés pour l'avoir monté et justement même on va dire opérationnellement parlant, vous avez salarier des gens au sein de la collectivité pour le faire, vous gérez vous-même l'exploitation, ça veut dire que voilà, ces questions-là, est-ce que vous avez des principales difficultés qui ont été rencontrées? Et la deuxième point sur la transformation en SIC, est-ce que ça veut dire que vous allez accepter que la collectivité soit minoritaire au sein de la SIC pour on va dire l'avenir, si changement politique? Alors, je vais essayer de répondre. Alors, en fait, être élu local au quotidien, c'est gérer des difficultés en permanence. Donc là-dessus, ça n'en fait qu'un peu plus. Voilà, donc encore une fois, on a commencé dans un ancien commerce parce que Guéret, c'est 14 000 habitants dans une agglo de 30 000 et on a à la fois un quartier politique de la ville. On est à la fois en cœur de ville, effectivement, en revitalisation. Voilà, ça fait beaucoup de handicap, tout ça, mais bon, c'est comment on les transforme en force aussi, à un moment donné. On est aussi le département le plus âgé d'Europe. Voilà, c'est comme ça qu'en 2003, j'avais pensé la domotique pour le maintien à domicile. Voilà, on cherche donc des difficultés. On est malheureusement habitué depuis longtemps chez nous. On n'a pas de problématique de trop d'argent à gérer, par exemple. Hein. C'est plutôt comment on va. Donc, on a commencé sur un magasin qui était fermé, la quincaillerie, et on a commencé avec 300 mètres carrés. On a testé, on a vu. Et puis après, on est sur un deuxième lieu maintenant, hein, qui est un ancien, encore une fois, un ancien commerce. Vous savez, les Noses, là où on achète les trucs à 1 €, 50 centimes, etc. Mais ça a du sens, tout ça, parce que c'est les gens qui viennent dans ces magasins-là, c'est aussi un public qui nous intéresse. D'accord, et ils viennent, ils continuent à venir, mais alors qu'il n'y a plus rien à acheter, et les autres viennent aussi. Voilà, donc, bon, alors après, sur la dernière question, oui, bah alors pas de problème pour que l'agglo soit minoritaire après, plus tard, au sein d'une SIC. Je veux dire, ça veut dire que peut-être même que ça sera un gage de réussite. Hein, ça veut dire que les citoyens, le monde associatif, eh ben, se seront vraiment emparés de la gouvernance et géreront ce lieu-là. Alors après, avec un minimum de règles aussi, quand même, déontologiques, parce que ça, j'y tiens. Pour nous, le respect, il y a quand même des codes qu'il faut maintenir. C'est-à-dire qu'on s'écoute, on parle, on s'entend, on se respecte. On n'a rien à foutre de la couleur de peau du voisin, ça aussi. Voilà, moi, le prénom des enfants, j'en ai rien à foutre. C'est pas le problème, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent s'épanouir, vivre, s'investir, et avoir de l'éducation. Vous parlez aussi tout à l'heure de civisme. C'est aussi des lieux, effectivement, où nous, on a reçu les gilets jaunes à un moment donné, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, à quoi servait un député, ce qu'on pouvait demander à son maire, etc. On a fait tout ça aussi. Hein. On a fait tout ça. Donc, il y a une faillite quelque part, à un moment donné. C'est vachement important parce que revendiquer au niveau des ronds-points, bon, je salue au début ce mouvement-là, mais après, si on veut être citoyen, il faut qu'on sache qu'est-ce que fait un maire, qu'est-ce que fait un député, conseiller départemental, conseiller régional, etc. Parce que c'est aussi comme ça qu'on y va. Parce qu'il faut aller les chercher, les élus, il faut les bousculer. Hein. Ils n'aiment pas. Donc, mais ça permet aussi parfois de faire avancer les choses. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, on gère effectivement des difficultés. Voilà, j'ai aussi la chance, c'est que, étant un service public d'une collectivité, j'ai aussi des services à côté. Donc, service RH, service informatique, etc., qui aident, il y a une transversalité qui fait en sorte qu'effectivement, c'est un tiers-lieu qui est un peu privilégié peut-être par rapport à des tiers-lieux associatifs où ils n'ont pas des services support à côté d'une collectivité. Voilà, donc, bon, mais sa pérennité, enfin, la question qu'a posée monsieur, elle est cruciale hein, sur les temps qui viennent. Parce qu'il y a certes un effet de mode, mais il va passer cet effet de mode. Mais pour nous, c'est pas un effet de mode. On voit le sens que ça a sur un territoire. Et ça, c'est moi ce qui m'importe. Et alors, nous effacer pour que ça continue, alors là, je signe tout de suite. Hein. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on aurait le temps pour une dernière question du coup sur le chat? D'accord.
Donc, c'est encore une question pour les 4 intervenants. Donc, comment vos projets ont-ils vécu la période de crise sanitaire? Je n'ai pas je réponds tout de suite parce qu'effectivement, nous, c'est pile poil la période sanitaire, c'est qu'on a changé. On est passé de 300 à 1000 mètres carrés, enfin, dans un lieu réhabilité, etc. On a inauguré, paf, ça a fermé. Voilà. Et donc, notre lieu, avec la communauté des hackers, c'est on fabriquait des lunettes de protection avec les imprimantes 3D, voilà, principalement pendant la période. Et moi, je me suis battu aussi auprès de la préfète pour qu'on puisse maintenir notre tiers-lieu ouvert, mais pour les professionnels. Parce qu'on avait déjà des gens qui venaient en télétravail, etc., ailleurs, parce qu'on a un espace de coworking, et qu'eux, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir travailler de chez eux. Donc, il y en a certains, s'ils ne pouvaient pas travailler à partir de chez nous, c'est-à-dire avec du réseau, l'ambiance et puis quelques supports, ils n'avaient plus rien à bouffer à la fin du mois quand même. Hein. Donc, et je l'ai maintenu de toute façon. Voilà. Je vais demander la permission, mais avant qu'elle me donne, on l'a maintenu ouvert pour les professionnels. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire. Oui, alors concernant l'Ermitage, il y a eu effectivement la communauté des makers qui s'est mobilisée, et donc ça a fait l'objet d'un projet pendant le confinement qui s'appelle Fabrique commun, qui a permis de coordonner des makers en France, dans la France entière, pour fabriquer des masques et des visières. Et le collectif aussi a pivoté, s'est investi aussi sur la fabrication d'un respirateur artificiel. Donc ça montre aussi l'agilité en fait de ces équipes, leur capacité à un moment donné, quand il y a une situation de crise, à pivoter et à changer l'orientation première du lieu. Alors ça a aussi apporté des difficultés puisque l'inauguration du café associatif qui devait avoir lieu pendant le confinement a été reportée. Du coup, il vient d'être inauguré. Mais c'est une période très intéressante et notamment ça a donné un gros coup d'accélérateur au projet de fabrication distribué dans les tiers-lieux et l'appel à manifestation d'intérêt de la manufacture de proximité qui court actuellement montre à quel point les tiers-lieux ont été force de proposition pendant la pandémie. Pour la culture aussi, nous, comme on a une salle de concert, on a pu organiser des concerts. On a une radio associative qui est dans la quincaille et qui diffusait en direct. Et on donnait un petit cachet au groupe pour qu'ils aient un peu d'argent aussi. Voilà, donc c'est tout ça, mais c'est vrai que c'est... Ça va être le moment de conclure pour ce débat. On va pouvoir continuer à échanger pour ceux qui sont sur place avec les intervenants. Je ne me permettrai pas de synthétiser tout ce que vous avez dit. D'abord parce que je pense que chaque mois a son importance et qu'en plus, j'aurai pas assez de temps pour faire une belle synthèse. Peut-être vous dire que du coup, on continue à explorer tous ensemble avec l'ensemble des partenaires de la Banque des Territoires qui sont assez nombreux, que ce soit des opérateurs, des porteurs de projets de tiers-lieux, des foncières, des grands partenaires institutionnels. On a cité SNCF Immobilier, mais on travaille aussi avec l'AFPA, avec un certain nombre de grandes structures sur ce sujet des tiers-lieux. Donc, on continue à explorer. On continuera probablement à aussi débattre. Donc, on vous retrouvera, je pense, dans l'année 2022 pour investiguer d'autres sujets. On a commencé à évoquer la question des transitions, la transition alimentaire, la transition numérique, voilà, de la formation, d'un certain nombre de sujets qu'on a à peine touché du doigt et qu'on pourra approfondir au moment d'une prochaine table ronde. Merci à tous les 4 pour vos interventions et d'être venus jusqu'à nous. Et puis je vous dis à très bientôt et à bientôt pour ceux qui sont en ligne. Merci. On attend que ce soit